Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia, Saint-Clément d'Oride, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jin Nseo, Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ. Sévilla, France, Michel Costantini et François Soulage, Univ. Paris 8. Géorgie, Marine Vécois, Univ de Tbilissi. Grèce, Panayotis Papadimitropulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Pasmani Pété Egietem, Russie, Tamara Gela, Univ. Dorel, Slovaquie. Radovan Goura, Univ. Matej Bel, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, UNV. Centrale de Taïwan, Taipei. Série Retina. 3 François Soulage, dire La ville et les arts. 11 Michel Gironde, dire Les mémoires de la violence. 12 Michel Gironde, dire Méditerranée et exil. Aujourd'hui. 13 Éric Bonnet, dire Le voyage créateur. 14 Éric Bonnet, dire Esthétique de l'écran. Lieu de l'image. 17 Manuela de Barros, Duchamp et Malevich. Art et théorie du langage. 18 Bernard Lamizet, L'œil qui lit. Introduction à la sémiotique de l'image. 30 François Soulage et Pascal Bonafou, dire Portrait anonyme. 31 Julien Verhaeghe, Art et flux. Une esthétique du contemporain. 35 Pascal Martin et François Soulage, dire Les frontières du flou. 36 Pascal Martin et François Soulage, dire Les frontières du flou au cinéma. 37 Gésim Kendro, Le surréalisme socialiste. L'autopsie de l'utopie. 38 Nathalie Raymond à propos de quelques peintures et d'une sculpture. 39 Guy Le Serre, Le coloris comme expérience poétique. 40 Marie-Luce Liberge, Images et violences de l'histoire. 41 Pascal Bonafou, Autoportrait. Or tout paraît. 42 Kenji Kitayama, L'art, excès et frontières. 43 François Spie, dire Du maniérisme à l'art postmoderne. 44 Bernard Névin, Roy Lichtenstein, De la tête moderne au profil Facebook. 48 Marc Vera, La société immatérielle. De l'information comme matériau artistique, 1. 49 Dominique Château, Théorie de la fiction. Monde possible et logique narrative. 51 Patrick Nardin, Effacer, défaire, dérégler, entre peinture, vidéo, cinéma. 55 François Spie, dire Métamorphose allemande et avant-garde au XXe siècle. 56 François Soulage et Sandrine Lecor, dire Les frontières des écrans. 57 Agathe Lichtenstein, Le selfie aux frontières de l'égo-portrait. 58 François Soulage et Alejandro Herbeta, dire Frontières et migration, aller-retour géo-artistique et géopolitique. 60 François Soulage et Aniko Adam, dire Les frontières des rêves. 61 Monsieur Rin et N. Narvaez Bruno, dire L'Afrique en images. Représentation, idée reçue de la crise. 62 Michel Godefroy, Chirurgie esthétique et frontières de l'identité. 63 Thierry Tremblay, Frontières du sujet. Une esthétique du déclin. 64 Stéphane Kalakarim, Les frontières du corps et de l'espace. La métaphysique de Newton. 65 Marc Vera, Nevermind, De l'information comme matériau artistique, 2. 66 Vladimir Mitz, La transgression des frontières du corps. La chirurgie esthétique. 67 Bernard Salignon, Frontières du réel. Ou l'espace-espace. 68 Dominique Château, L'art du fragment. Frontières apparentes et frontières souterraines. 69 Pierre Cust, Aux frontières de l'humain. Essai sur le transhumanisme. Suite des livres publiés dans la collection Eidos à la fin du livre. Dédicace. À la mémoire de Gérard Soulage et de Gérard Granel, qui chacun à leur manière m'ont transmis le virus de la philosophie. Et à ma fille Alice, toujours présente en son absence. Remerciements à Jacques et Monique Gastinel, à mes amis philosophes André Courcol, Daniel Rosé et François Soulage, ainsi qu'à mes proches, Mélinda, Cécile et Philippe, Bernard et Sylvie, et tous ceux grâce à qui pour moi, le monde est encore merveilleusement humain.
Introduction. Nous commandons à la vie, Winston. À tous les niveaux. Vous imaginez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la nature humaine qui sera outragée par ce que nous faisons et se retournera contre nous. Mais nous créons la nature humaine. L'homme est infiniment malléable. George Orwell. S'il appartient encore aux plus vieux de savoir, trouver les mots pour dire les refus que la plupart vivent dans un désespoir solitaire, alors laissons-les parler. Jean-Michel Beignet. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les bouleversements géopolitiques en Afrique et au Moyen-Orient nous offrent le spectacle de frontières qui, après une longue période de stabilité relative, semblent se dissoudre, rayées de la carte par les ambitions conquérantes d'un prétendu État islamique et ne contenant plus les migrations massives de populations qui le fuient. Dans l'intimité de nos salons, l'inhumain fait intrusion, nos écrans divulguent l'abstraction iconique d'une horreur bien concrète, comme celle du corps de ce petit Kurde, rejeté par la mer comme un détritus puis livré en pâture à la valse des journaux télévisés. Le monde, absent de nos vies douillettes, se convertit en une fiction qui dépasse la réalité, prise dans une tourmente médiatique qui embrouille la démarcation. Au même moment, d'autres frontières s'estompent. Ce sont celles qui séparent le domaine de l'humain, notre monde, notre séjour de vivants mortels, des contrées étranges du surhumain, de l'inhumain ou du non-humain. Nul ne sait encore si elles constitueront encore un monde ou de l'immonde. Dans cette contemporanéité d'une disparition de frontières, se joue une contradiction entre une humanité qui sombre et un transhumanisme qui promet sans doute beaucoup trop. La déréliction des réfugiés, lorsqu'ils échappent à une noyade tragique, côtoie en temps réel un optimisme débordant venu d'outre-Atlantique qui nous fait miroiter un monde radieux, où la souffrance sera réduite à néant, où nous vivrons des siècles, où nous serons débarrassés des maladies, de la vieillesse et de la mort. Un monde où nos pouvoirs deviendront vertigineux, jusqu'à une mutation vers une autre forme de vie. Contraste saisissant, le cynisme se mêle à la tragédie, le nihilisme se pare de l'optimisme le plus naïf dans l'évanescence des frontières de l'humanité accent aigu. C'est de ce contraste que naît notre questionnement sur le transhumanisme. Que cache ce mot ? Que nous arrive-t-il exactement aujourd'hui, avec son arrivée dans le champ du possible ? Sommes-nous dans le droit fil de notre modernité, ou sommes-nous en train de tourner la page ? Le transhumanisme ne naît pas de nulle part. Il est sans doute une conséquence de ce que nous voyons se dessiner depuis l'époque dite de la modernité, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Et en même temps, nous arrivons à une croisée des chemins, à un moment de rupture, de décision. Nous sommes au bord d'une frontière. Dans sa polysémie et son ambiguïté, ce terme peut constituer un fil directeur. Qu'est-ce qu'une frontière ? Nous prendrons en compte 3 de ces acceptions, frontière comme définition, comme borne ou limite, et comme entre-deux. Tout d'abord, la frontière est une ligne de démarcation qui joue comme un horizon, une définition, un aphorisme, au sens étymologique de aphorizo, apéorizo, tracer une frontière, oros, oros. A-t-on déjà écrit un aphorisme qui aurait dit ce qu'est l'homme, qui aurait tracé la ligne séparant l'humain de son autre ? Beaucoup ont essayé, mais l'humain ne se laisse pas si facilement enfermer dans une définition. Il est plutôt de l'ordre du se sentir. Ce qui est humain dans si c'est un homme est de l'ordre de l'expérience personnelle. Elle s'éprouve dans l'horreur du lagueur, à contrario. Le nazi qui refuse voir en son collègue chimiste juif un humain, étouffe en lui ce sentiment, tout sentiment, et finalement toute humanité. Le docteur Panwitz a littéralement franchi la frontière de l'humain. En une acception différente, mais qui peut rejoindre la précédente, la frontière est aussi sur quoi l'on bute, une borne à laquelle l'on se heurte et que l'on ne peut franchir sans visa ou sans entrer dans l'illégalité. En l'occurrence, la frontière de l'humanité accent aigu pourrait signifier la barrière que nous ne pouvons outrepasser sans perdre notre dignité. Nous ne mériterions plus le nom d'humain en un sens qui dépasse de loin le strict domaine de l'éthique, par exemple. L'inhumanité des camps d'extermination. C'est la barrière de la pudeur grecque, elle est d'os et d'eau. Les termes de borne ou de limite marquent la séparation de l'édo, qui nous maintient en deçà de la barrière, d'avec elle hubris, la démesure qui nous pousse à la franchir. Dans le couple de ces deux notions antagonistes, se joue quelque chose comme le propre de l'homme, avec l'interrogation que sous-entendent les guillemets.
Un troisième sens du mot frontière attire notre attention, ce que Barbara Cassin appelle le entre. Être entre, c'est être à l'intérieur de deux, au sens local se tenir dans l'intervalle et non pas dedans ou dehors, et au sens temporel, se dérouler durant, pendant. Cette fois, pas d'exclusion, pas de n'entrée pas possible, mais une zone complexe où il ne peut y avoir qu'interaction et interférence. Cette dernière acception peut être particulièrement féconde, l'idée d'une zone frontalière, d'un entre-deux qui n'est ni dans un domaine ni dans l'autre, qui est en même temps une porte d'accès et qui ouvre à l'étrangeté, à l'au-delà, là où l'on peut découvrir un nouveau monde, mais là où l'on risque aussi d'aller trop loin dans la démesure de l'exil. Le du transhumanisme est un une zone où nous sommes encore riches de tout le passé de notre humanité, auquel nous nous référons pour tenter de lire le transhumanisme. Les mirifiques promesses d'un futur radieux nous intéressent moins que la manière dont cet avenir est déjà là. Il peut déjà se lire dans ces nouveautés technologiques qui, de manière voyante ou discrète, transforment notre vécu, dans le présent de cet entre-deux. La notion de frontière, dans sa polysémie, sera ainsi un fil directeur pour mieux cerner ce transhumanisme. Mais il nous faut préalablement justifier l'intérêt que nous lui portons. Ce mouvement, pendant longtemps, n'a guère été pris au sérieux. Il mérite pourtant mieux que notre habituelle condescendance de continentaux envers ce qui vient d'Amérique, ne serait-ce que parce que nombre de personnalités de cette mouvance sont des scientifiques confirmés, disposant de budgets très considérables, et qui ont déjà prouvé leur inventivité technologique. Il y a là aussi une frontière étrange. La formule de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, s'applique-t-elle au Nouveau Monde au moment de la mondialisation ? Pouvons-nous simplement ignorer ce qui se passe en Amérique ? Suffit-il de sourire devant les perspectives de la singularité d'augmentation de l'homme, de sa transformation en de multiples formes de cyborgs, ou des téléchargements de conscience, que les progrès fulgurants des neurosciences laissent prédire à certains prophètes, pour oublier les bouleversements que notre monde le plus quotidien est en train de subir sans que nous en ayons pleine conscience ? Si l'apparition d'Internet et des ordinateurs portables a considérablement modifié le visage de ce que l'on nomme encore l'humain, force est de constater que cette révolution s'est faite en douceur. Bientôt nous n'imaginerons plus qu'il y ait pu avoir un jour un monde sans smartphone, GPS ou réseaux sociaux. Avant d'être mis devant le fait accompli, il est donc prudent de nous intéresser à ce qui nous attend demain. Le transhumanisme, il est vrai, ne passe pas inaperçu aujourd'hui. Il est l'objet d'un tapage médiatique, qui nous inonde de découvertes sensationnelles dont il est bien difficile de dire si elles ne sont pas de la pure science-fiction. Tout ce bruit fait en général fuir le philosophe, c'est pourquoi le transhumanisme a longtemps laissé indifférente l'intelligentsia du vieux continent. On y boude des naïvetés jugées indignes d'une réflexion sérieuse. Une thèse ne doit-elle pas atteindre une certaine pertinence pour mériter un débat, plutôt que le silence d'un mépris distingué ? Nous répondrions à cela que le transhumanisme n'est pas un sujet de thèse comme un autre, parce qu'il y a urgence. Quelque chose nous menace notre humanité accent aigu dans le transhumanisme. Traverser la frontière que désigne le du transhumanisme, cela veut dire entamer une errance hors du lieu où depuis des millénaires, nous nous sentions chez nous, les maths de l'humanité accent aigu. Au seuil de cette mutation, nous sommes comparables à des personnes dont la maison brûle et qui, contraints de fuir, se demandent ce qu'ils doivent sauver. Où est l'essentiel ? Ainsi l'imminence annoncée d'une singularity nous oblige-t-elle à penser ce que nous allons laisser derrière nous, comme une mue de serpent, notre vieille condition humaine. Il est impossible d'avoir un état des lieux précis de la recherche en matière de NBIC, qui visiblement évolue vite, mais dont certaines avancées scientifiques pouvant prêter à polémique sont plus ou moins gardées secrètes. Plutôt que de juger du transhumanisme sur le terrain de son efficacité technologique, nous préférerons l'interroger philosophiquement, en prenant une certaine distance face au brouhaha de la place publique. La méfiante chouette en laquelle Hegel voit le symbole de la philosophie arrive toujours en retard, apercevant mal de ses yeux écarquillés ce qui se cache derrière le moutonnant zapping de la doxa. Mais le transhumanisme, lui, ne se pose pas tant de questions, il avance à pas de géant et révolutionne déjà le quotidien de nos vies. Il est temps que le tardif oiseau de Minerve reprenne sa tâche de toujours, penser. Pour le philosophe,
Les dieux sont aussi dans la cuisine, il lui donc faut mettre les mains à la pâte, quitte à les salir, dans ce bric-à-brac de discours hétéroclites relevant de champs épistémiques très divers. Car le transhumanisme se rit des frontières entre spécialités, il est délibérément transdisciplinaire. Nous sommes face à un OPNI, objet philosophique non identifié, dont il s'agira de clarifier la nature dans la première partie de cet essai. Nous l'étudierons sous les angles suivants. Comme une technoscience basée sur la convergence des NBIC. Comme une idéologie. Comme une utopie qui, comme toute utopie, a une phase dystopique. Comme une religion proche du positivisme. Dans une seconde partie, nous essaierons de dégager l'esprit du transhumanisme en le confrontant à des récits d'hubris de l'Antiquité biblique et grecque. Nous tenterons ensuite d'interpréter le mouvement transhumanisme dans la continuité d'une technique moderne, dont il n'est peut-être que la suite logique, même s'il paraît devoir atteindre un seuil de singularité, où tout pourrait changer. Enfin, après tenter une interprétation de ce en quoi le transhumanisme concerne et menace notre humanité accent aigu, nous nous demanderons comment, dans le transit de notre transition, vivre notre présent et le futur qui y est déjà en germe. Faut-il y résister, s'y soumettre, y collaborer, négocier pour le transformer ? La place qu'a occupée l'humanisme classique, fondé une sorte de société des amis des livres, et qui a pendant longtemps façonné un type d'humanité, est-elle totalement révolue ? Les livres ont-ils dit leur dernier mot ? L'intelligence qui est née de cette culture est-elle un fardeau dont il faudrait se débarrasser pour faire place à une culture technologique ? Ou bien, dans l'apparition d'un nouveau type d'humanité, est-il encore possible de faire une place aux livres et à ceux qui les écrivent, philosophes, romanciers, poètes ? Premier moment, le transhumanisme et ses frontières. Un extrait de The Singularity is Near, ouvrage considéré si l'on en croit sa traduction en français comme la Bible du transhumanisme, et dont l'auteur en est appelé le pape, nous éclaire sur la logique inhérente à ce mouvement. À l'âge de 10 ans, je découvris la série des livres Tom Swift. Les intrigues des 33 ouvrages qui la composaient étaient toutes semblables. Tom était confronté à une terrible prédiction, dans laquelle se jouait non seulement son destin et celui de ses amis, mais celui de toute l'espèce humaine. Dans le style rhétorique des conférenciers américains établissant une complicité avec l'auditoire par des anecdotes personnelles, Kurzweil fait de ses lectures enfantines la source d'inspiration de ses recherches. Tom se retirait dans son laboratoire pour réfléchir à la manière de trouver une solution. La morale de ses contes était simple. Une idée juste avait le pouvoir de relever un défi qui semblait insurmontable. Derrière la puérilité d'un propos qui fait sourire, un des principes de la philosophie élémentaire du transhumanisme est là. Quelles que soient les difficultés que nous avons à affronter, nos problèmes de travail, ennuis de santé, aussi bien que les grands défis scientifiques, sociaux et culturels de notre époque, il existe toujours une idée qui nous permettra de les surmonter et qui plus est, cette idée est à notre portée. Le pouvoir de l'idée renvoie à la fois à une confiance inébranlable en l'efficacité d'une technoscience, une idéologie pragmatique affirmant que tout problème, fût-il métaphysique, a toujours une solution, et à une utopie du tout possible dans laquelle l'humanité accent aigu ou la forme de vie qui lui succédera trouvera une sorte de bonheur parfait. Lequel n'est autre que le bonheur d'avoir trouvé la solution. Un peu plus loin, Kurzweil ajoute. Ce livre est basé sur l'idée que nous avons la capacité de comprendre notre intelligence. C'est là une des particularités de notre espèce. Notre intelligence a juste dépassé le seuil critique au-delà duquel elle va pouvoir s'élever indéfiniment vers un pouvoir créatif sans frontières. Ainsi ce qui n'était qu'un rêve d'enfant aboutit comme dans les contes de fées hollywoodiens, à la promesse d'une grandiose modification de l'espèce humaine. Ce livre est l'histoire du destin de la civilisation de l'homme-machine, destin que nous en sommes venus à nommer singularité. Comment définir plus précisément le transhumanisme ? Est-il une simple transition vers un post-humanisme ? Est-il un savoir scientifique et technique sérieux ? Est-il plutôt un habillage idéologique servant de caution à d'immenses enjeux mercantiles, facilement identifiables ? Ou bien encore une utopie, résurgence d'un certain nombre de rêves de l'humanité qui deviennent aujourd'hui possibles, par la fulgurante accélération des progrès actuels ? Y a-t-il enfin une dimension religieuse,
dans ce qui a des allures d'apocalypse au sens étymologique de révélation? Nous allons voir que le discours transhumaniste peut relever à la fois de la technoscience, de l'idéologie, de l'utopie, et de la sphère religieuse, avant d'en examiner les résonances philosophiques. Chapitre 1 Transhumanisme et posthumanisme. Le terme de transhumanisme a été créé par le biologiste Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley en 1957. Il définit le transhumain comme un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de haies pour sa nature humaine. Monique Atlan et Roger Paul Droit soulignent la difficulté de traiter d'un objet aussi disparate que le transhumanisme. De la prospective et du mythe, de la science et de la fiction, des calculs vertigineux pour des résultats naïfs, des inventions réellement prometteuses et des fantasmes présentés comme réalisables sous peu. Ce qui attire et éloigne dans ce mouvement, c'est aussi ce mélange, dont la décantation paraît impossible. Si pour Julian Huxley, le mot transhumanisme signifie le dépassement des limites de l'humanité actuelle, le fait que les bornes anciennes de l'humanité actuelle puissent être déplacées et reculées, selon d'autres, au contraire, ce trans serait le signe du transitoire, l'indice de notre époque, transition entre humain et carrément post-humain. Sommes-nous devant une borne ou une limite? La distinction que fait Kant dans les prolégomènes entre ces deux concepts peut être éclairante. Les limites, dans les êtres étendus, supposent toujours un espace qui se trouve en dehors d'un lieu déterminé et l'enferme. Les bornes n'en ont nul besoin, étant de simples négations qui affectent une quantité en tant qu'elle n'a pas de totalité absolue. Une borne est une frontière mouvante, une démarcation toujours susceptible de reculer ou d'avancer selon les aléas de l'expérience humaine. Elle n'est donc jamais fixée a priori. Une limite au contraire est une barrière que l'on ne peut franchir sans changer de domaine, que l'on ne peut transgresser sans changer de nature. Le transhumanisme peut être considéré de ces deux façons, au gré de différentes déclarations de ses représentants. Soit comme une borne qui marque à l'instant présent les capacités actuelles de l'espèce humaine, dont on peut imaginer ou espérer qu'elles progresseront, homme dit augmenter, sans que pour autant l'homme ne change de nature, sans qu'il cesse de s'appeler humain, poursuivant une évolution qui remonte au paléolithique. Soit comme la limite de l'homme, qui une fois franchie, comme ce serait le cas dans la Singularity, nous ouvrirait au domaine du post-humain. Ce dernier est supposé vivre au moins des siècles, ne plus connaître aucune souffrance, contrôler ses humeurs comme ses pensées et connaître des états de conscience dont nous n'avons même pas idée. Nous nous trouvons bien dans l'ambiguïté frontalière du entre dont parlait Barbara Cassin. À la fois prolongement, évolution continue de l'homme qui depuis son apparition n'a cessé de se transformer en modifiant son environnement, mais aussi possibilité, au moins théorique, d'un seuil, d'un saut qui à travers le trans nous mènerait à un post-humain, un au-delà de la frontière de l'humanité accent aigu, bien difficile à envisager puisque nous ne pouvons justement le faire qu'à partir de notre humanité accent aigu actuel. Chapitre 2 Le transhumanisme comme technoscience. Bien que contesté par certains épistémologues, ce terme nous paraît ici adéquat, compte tenu de la dépendance étroite entre la recherche scientifique pure, dite fondamentale, et les technologies qu'elle contribue à produire et qui la permettent. Sur ce plan, deux clés permettent de comprendre la naissance du transhumanisme à partir du milieu du XXe siècle, années 50 à 60, l'essor de la cybernétique et l'avènement d'Internet. L'essor de la cybernétique dans les années 50 à 60. Le père fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, 1894 à 1964, théoricien et chercheur en mathématiques appliquées, a introduit en science la notion de feedback, rétroaction, notion qui a d'immenses applications dans les domaines de l'ingénierie, des contrôles de systèmes, de l'informatique, la biologie, la psychologie et l'organisation de la société. Le terme anglais cybernetics fut proposé en 1947 pour unifier, avant que l'on parle encore de NBIC et de convergence, les domaines naissants de l'automatique, de l'électronique et de la théorie mathématique de l'information, en tant que théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien chez l'animal que dans la machine. Ce point est essentiel. C'est la théorie de l'information, avec sa numérisation, la possibilité de son traitement et de son stockage et les médias qui la transmettent, uploading, téléchargement, etc.,
qui va permettre de franchir les frontières interdisciplinaires et provoquer une croissance exponentielle des découvertes scientifiques et technologiques. Tous les scientifiques vont utiliser cette lingua franca qu'est la numérisation de l'information, à tel point que certains physiciens en viennent à considérer l'univers lui-même comme une masse gigantesque d'informations. Galilée ne croyait pas si bien dire lorsqu'il écrivait « L'univers est écrit en langage mathématique, et les caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible d'y comprendre un mot. » Aujourd'hui, ce ne sont plus des figures géométriques qui forment la langue universelle, mais les unités d'information par lesquelles on peut les traduire. Les bits, mégas, gigas, tétraoctets constituent les pièces d'un puzzle à partir duquel on peut prétendre tout lire, à supposer que la totalité du perçu, images visuelles, sonores, etc., soit numérisable, c'est-à-dire traduisible dans cette sorte de langue universelle. La numérisation permet de traiter et de manipuler n'importe quel secteur du réel, comme information. Grâce à cela, Gregory Benson pourra établir des ponts entre la cybernétique, l'anthropologie et la biologie. Les feedbacks positifs et négatifs, à la base de l'informatique, aboutissent à des comparaisons entre l'homme et la machine, qui seront déterminantes, nous le verrons, dans l'élaboration de l'idéologie transhumaniste. L'avènement d'Internet. Permis par ces découvertes cybernétiques, il est l'autre clé qui explique l'essor du mouvement transhumaniste. Cette toile, qui a capté dans les fils de son réseau la planète entière à partir de l'adoption du protocole TCP/IP, est déjà la préfiguration de la gigantesque connexion des machines et des hommes, censée créer... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.